Une œuvre ne peut se résumer seulement à sa fin, et pourtant, bien trop souvent, c'est ce que l'on retient avant tout de celle-ci. À vrai dire, il n'y a rien d'étonnant à cela. Une fin est notre dernier contact avec une série, notre dernier échange, notre dernière émotion. Forcément, si une œuvre nous laisse sur une fin un peu trop amère, cela crée un sentiment de frustration, souvent lié à de la déception. Malgré tout, je ne peux me résoudre à oublier tout ce que la dite série en question m'a fait vivre avant ça. Tous ces superbes moments de lecture, toutes ces heures passées à vibrer devant l'anime, voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Bleach. Une de ces œuvres tombées trop vite dans l'oubli à mes yeux. Une de ces œuvres ayant injustement subi les plus gros retournements de veste de l'histoire, comme si l'arc final avait tout effacé, tout ruiné et réduit en poussière nos bons moments passés avec la série. Loin de moi l'idée de fermer les yeux sur les nombreux défauts de Bleach, je pense avoir pris suffisamment de recul pour vous préparer cette vidéo, c'est donc avec un minimum d'objectivité et de recul que j'ai relu le manga, et donc ce dernier arc qui m'avait laissé un goût amer comme beaucoup. Mais aujourd'hui, je n'aurai qu'une seule mission, rappeler à tous la grandeur de Bleach. Une œuvre qui a su marquer sa génération, une œuvre qui m'a fait vibrer comme quasiment aucune autre. Je sais que tu frissonnes déjà, je sais que ça te rappelle déjà de bons souvenirs, mais crois-moi, c'est que le début. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo, une vidéo que vous avez longtemps attendue, et voilà, mais comme toujours avant tout, place à l'intro. Aussi renommé le manga soit-il, je vais tout de même commencer par prendre le temps de le présenter brièvement. Si en 2020 il est encore possible de vous faire découvrir Bleach, eh bien ce sera avec grand plaisir. Voilà pourquoi cette vidéo sera divisée en deux parties. La première ne contiendra aucun spoil majeur, simplement de quoi te donner envie de t'intéresser à ce monument. Quant à la seconde, je rentrerai beaucoup plus dans les détails en poussant plus loin ma critique. Celle-ci contiendra donc du spoil dans le but de développer mes propos. Mais vous en faites pas, il y aura une transition, on n'est pas des sauvages nous. Bleach est un manga écrit et dessiné par Tite Kubo qui a vu le jour en 2002 dans le célèbre Shonen Jump. Depuis, il a pris fin en 2016 pour un total de 74 volumes que vous pouvez retrouver intégralement chez Glénat. Il a bien entendu eu droit à une adaptation animée de 366 épisodes, disponible sur ADN ou encore en coffret DVD Blu-ray chez les éditions Kazé. A noter qu'un projet nommé Bleach Face Again sera révélé en mars, soit le mois prochain à la Anime Japan 2020. Je vous épargne la présentation de ces autres adaptations, il y en a tellement, que ce soit en film d'animation, film live ou encore en jeu vidéo, bref c'est un véritable phénomène que l'on ne présente plus. Alors c'est bien beau tout ça, mais de quoi ça cause? Adolescent de 15 ans, Ichigo Kurosaki possède un don particulier, celui de voir les esprits. Un jour, il croise la route d'une belle Shinigami, un être spirituel, en train de pourchasser une âme errante. Mise en difficulté par son ennemi, la jeune fille décide alors de prêter une partie de ses pouvoirs à Ichigo, mais ce dernier hérite finalement de toute la puissance du Shinigami. Contraint d'assumer son nouveau statut, Ichigo va devoir gérer ses deux vies, celle de lycéen ordinaire et celle de chasseur de démons. Voilà qui est fait, on va maintenant pouvoir entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, le premier point que je souhaite aborder est le développement du personnage principal de l'histoire, Ichigo Kurosaki. Contrairement aux apparences, Ichigo n'est pas comme les autres et n'a même que très peu de bases du héros typique du genre. Puisqu'en effet, il n'a pas vraiment de but personnel à atteindre, il n'a donc aucune notion d'égoïsme. Il s'agit d'un héros qui fait avant tout face à son destin. Il n'a rien demandé, mais il se retrouve avec des pouvoirs et il doit faire face à des responsabilités qui ne sont de base même pas les siennes. Très vite, les traits de sa personnalité vont lui permettre de faire face à sa nouvelle vie de Shinigami. On parle tout de même d'un héros doté d'un énorme potentiel inné, car oui, même si Bleach s'écarte de la tendance, il s'approprie malgré tout quelques codes du Neketsu à merveille. De nature protectrice et bienveillante, Ichigo avait déjà tout d'un héros, mais la dimension fantastique que prend la série va faire de lui l'un des plus grands protagonistes de son genre. Si Bleach nous est dans un premier temps présenté comme un manga ancré dans une réalité qui nous parle, une réalité mettant en scène la vie lycéenne des protagonistes, forcément cela nous permet de nous identifier rapidement à eux. Et lorsque le fameux tournant arrive et que la série prend alors sa dimension fantastique, on n'a qu'une envie, suivre les différents protagonistes dans leur nouvelle vie, leurs nouvelles aventures.
Ichigo est alors accompagné par quelques personnages fort attachants et surtout doués de développement intéressant. Bon, hormis l'héroïne, hein, si tu veux que des boobs t'es heureux, mais si tu en attends quelque chose, tu seras vite déçu. Outre ce ton fort bien médisant, j'ai envie de dire qu'elle a le mérite de créer de l'enjeu et de nous faire ressentir des émotions incroyables. Cela me permet de faire la transition avec un point essentiel à mes yeux pour faire d'un Neketsu un grand Neketsu. Il est impérativement nécessaire que je m'attache un tant soit peu aux différents protagonistes. Il faut non seulement que j'ai envie de les suivre jusqu'au bout du monde, que j'assiste aussi bien à leur déception comme à leur moment de gloire, mais au-delà de suivre leur évolution de A à Z et en tirer une certaine satisfaction quand elles arrivent à leur apogée, il faut aussi qu'ils me procurent des émotions. Et c'est justement sur ce point que je trouve que l'héroïne Orihime excelle. J'ai beau trouver ce personnage insipide en tout point, tant son développement est quasiment inexistant, malgré tout, elle a le mérite de dégager une certaine sincérité. Les liens qui l'unissent à ses amis respirent la pureté et ça, on peut pas lui enlever. On sent vraiment que chacun d'entre eux est prêt à tout sacrifier pour sauver l'un des leurs. Loin de moi l'idée de vous spoiler, mais Orihime fera souvent office de princesse à sauver, celle qui passe son temps à subir le scénario, et pourtant, voir Ichigo prêt à tout pour la sauver, ça me fait à chaque fois ressentir des émotions incroyables. Car si bon nombre de combats sont vraiment mémorables, c'est en partie dû à ces fameux liens indestructibles. Mais avant de mettre en lumière plus en détail les combats, j'aimerais faire un petit parallèle entre Orihime et une autre héroïne, Rukia. Si leur utilité dans l'œuvre se veut relativement similaire parfois, Rukia dégage tout de même beaucoup plus d'assurance, si bien qu'elle fait rapidement de l'ombre à Orihime. Dotée d'un fort caractère, c'est par elle que l'histoire commence, c'est elle qui nous présente les prémices d'un univers incroyable, et c'est donc via ce personnage qu'un réel intérêt se crée rapidement pour l'œuvre à mes yeux, sans compter bien sûr la personnalité d'Ichigo qui est comme je l'ai dit fort appréciable. J'en viens donc à l'univers. Comme mentionné brièvement il y a quelques instants, Bleach s'inscrit en premier lieu dans une réalité similaire à la nôtre, à la différence où son univers s'étale jusque dans le monde des esprits et bien plus encore. On nous présente un univers dont le surnaturel va très vite prendre le dessus afin de rendre l'histoire toujours plus palpitante à suivre, en commençant par la Soul Society, autrement dit le monde des esprits où sont amenés les humains après leur mort. Si on commence tranquillement avec des petites histoires centrées sur des amérantes à guider et à remettre dans le droit chemin, Bleach va rapidement prendre un ton beaucoup plus sérieux. Par la force des choses, Ichigo va devoir se rendre à la Soul Society, un lieu où la présence d'humains n'est pas tolérée puisque c'est censé être un lieu que l'on côtoie après la mort. Là-bas ce sont les Shinigami qui font la loi, des êtres spirituels qui agissent comme officiers de loi et qui possèdent des pouvoirs surnaturels. Bleach prend alors une excellente tournure dès leur première véritable apparition, sans compter celle de Rukia, servant plus d'introduction qu'autre chose. Et d'ailleurs, d'un point de vue global, il est tout aussi louable de souligner la mise en avant des femmes dans Bleach. Elles sont plusieurs à tenir des rôles clés, puis dans l'ensemble, les personnages sont très charismatiques dans Bleach. Si le début du récit peut paraître lent aux premiers abords, j'estime que Tite Kubo s'en sert principalement pour poser les premières bases, tout en nous narrant des histoires qui touchent les lecteurs avec une certaine facilité. Bien entendu, la grande force de Bleach réside avant tout dans ses combats qui sont pour beaucoup devenus des classiques du genre. Les Zanpakuto sont très vite mis sur le devant de la scène pour mettre en lumière des combats spectaculaires en tout point. Il s'agit d'une épée spirituelle matérialisant les pouvoirs de son propriétaire, il y a aussi une dimension mythologique qui est bien développée autour de ses armes, ce qui crée une identité propre à la série. J'en viens donc aux combats qui sont absolument extraordinaires et je pèse mes mots. Que ce soit ceux concernant les personnages secondaires comme les principaux, je me répète mais c'est vraiment l'atout numéro 1 de Bleach à mes yeux. Alliant tension, émotion, action, puissance, classe, le tout avec de réels enjeux, cela ne peut qu'aboutir sur des combats mémorables. Je pourrais vous en citer des dizaines tant ce manga a su briller et se faire un nom sur ce terrain-là. Mention spéciale à Ichigo contre Grimmjow, qui restera mon combat préféré, mais pour toujours. Bon, on reprochera quand même à la série ses power-ups parfois sortis de nulle part, ou du moins certains sont assez mal amenés, mais malgré cela, certains d'entre eux sont tellement devenus cultes qu'on ferme très vite les yeux sur les quelques facilités scénaristiques de Kubo. Ça me fait penser que je n'ai pas encore mentionné les antagonistes qui sont pourtant tout aussi bons pour la plupart. Certains frisent même la perfection, mais il m'est nécessaire de spoiler pour en parler, donc ça attendra encore un peu. J'en profite pour mettre en avant un énième point fort de la série, son scénario. Alors je vous arrête tout de suite, je suis loin de penser qu'il s'agit l'un d'un manga révolutionnaire, ou le meilleur dans le domaine, mais je ne peux m'empêcher d'encenser la première saga, ce qui équivaut aux 48 premiers tomes de la série. Si Tite Kubo avait conclu son manga par un dernier mini-arc résolvant de multiples intrigues laissées en suspens, je peux vous assurer que la cote de Bleach à l'heure actuelle serait tout autre. Oui, on va prendre le temps de revenir sur les défauts de l'œuvre également, comme je l'ai dit, l'idée n'est pas que de saucer Bleach, mais en termes de rebondissement, la première saga est tout bonnement énormissime. Le 100e chapitre est d'ailleurs l'un des meilleurs chapitres que j'ai lus, et si vous avez déjà lu Bleach, vous savez à quoi je fais référence. Et c'est aussi ça la force de cette série. Je pourrais vous en parler pendant des heures avec passion, sans rentrer dans les détails, et sans avoir besoin de spoiler pour vous donner envie de vous y mettre. Je conclurai donc cette partie sans spoil en vous recommandant aussi bien l'anime que le manga, car si on met de côté les épisodes hors série, l'anime est vraiment incroyable. Le studio Pierrot a su mettre le paquet sur les épisodes importants, nous offrant ainsi des scènes d'animation sublimées par des OST déjà inscrits dans l'histoire. Les openings c'est du pareil au même, certains sont déjà cultes. Crois-moi, c'est pas pour rien que le retour de l'anime de Bleach est aussi attendu. Pour ce qui est du côté de la forme, graphiquement c'est archi propre,
On pourrait reprocher le cruel manque de décor rendant parfois les planches assez vides, mais Tite Kubo se rattrape très vite avec ses chara-design soignés et son approche de l'action. C'est précis, c'est dynamique et très épuré, ce qui fluidifie la lecture et la rend vraiment plus agréable à suivre. Je me dois de mettre en avant les couvertures de la série également, que ce soit celles issues du Shonen Jump ou bien de la série en elle-même, je les trouve resplendissantes. Pour conclure, vous l'avez compris, bien que son arc final soit clairement de trop, je garderai toujours un excellent souvenir de Bleach. Un manga qui a su me faire vibrer, un manga qui m'a fait ressentir des choses incroyables. Je vous le dis honnêtement, j'ai rarement atteint un tel niveau de hype sur une série. C'est pour vous dire à quel point je trouve la première saga fantastique. Elle est suivie d'un arc correct, bon mais sans plus, qui aurait lui aussi pu permettre de conclure la série, mais bon. Vient ensuite l'arc final qui en a frustré plus d'un, et dire qu'il partait si bien pourtant. C'est dommage hein, parce que les idées étaient là, mais l'auteur a fini par se perdre en chemin, donnant l'impression d'avoir rallongé inutilement le manga pour ensuite le rusher à la toute fin. Et je comprends toute cette frustration qui entoure la série, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut cracher sur tout ce qui a été fait avant. Je conclue ainsi cette partie sans spoil en vous recommandant fortement de vous mettre à Bleach si ce n'est déjà fait, vous ne le regretterez pas. Voilà, si vous êtes encore là, c'est que vous avez terminé Bleach dans son intégralité. Il sera question d'entrer plus en profondeur dans la critique, et donc de spoiler le manga avec davantage de précision. Tout d'abord, avant de revenir sur la saga Aizen, j'aimerais vous faire part de mon avis sur l'arc final de la série. Histoire de mettre en avant ce qui à mon sens a causé la chute de ce si grand classique, à mes yeux, Tite Kubo s'est tiré une balle dans le pied dès l'instant même où il a centré l'intrigue de son arc final sur les Quincy. Une race censée être éteinte, et on te le rabâche X fois durant l'histoire. Les remettre sur le devant de la scène juste parce qu'il fallait un antagoniste et de nouveaux enjeux, c'était full bullshit dès le départ et ça ne pouvait qu'en décevoir plus d'un. Pourtant, contre toute attente, une fois cette nouvelle intrigue acceptée pour ma part, Tite Kubo est parvenu à me captiver dès le début de l'arc. La Soul Society est envahie, c'est la PLS totale de tous les côtés et on ressent clairement les enjeux de cet arc. Ça commence très fort, Ichigo est en retard, il arrive en héros avec cette fameuse détermination qui lui donne tant d'assurance. Quasiment tous les ingrédients sont là, mais très vite, Kubo se perd. Il se perd à partir du moment où il massacre littéralement le camp des Shinigami. Les capitaines ne faisant plus du tout le poids, ils sont totalement discrédités par les Strain Readers, beaucoup trop cheatés et encore une fois sortis de nulle part. C'est dommage car même si certains combats sortent du lot, j'ai eu un mal fou à prendre tout ceci au sérieux. Je parle même pas de l'antagoniste final Iwatch, les idées sont là mais ça reste quand même un Aizen Echo Plus. J'ai vraiment apprécié le coup de Lanta full omniscient, encore plus prononcé qu'avec Aizen, qui pour le coup avait tout calculé afin de mener ses plans à bien. Iwatch joue quant à lui bien plus directement avec les origines d'Ichigo, ses origines Quincy, un terrain que Tite Kubo n'avait que très peu développé du côté de son protagoniste, et il a quand même essayé de raconter quelque chose. En mettant de côté les antagonistes de ce dernier arc, un élément que j'attendais avec impatience a été abordé, et je fais bien sûr référence au développement de Kenpachi, faisant ainsi écho à celui de Unohana. S'il y a bien une seule chose à retenir de ce dernier arc, c'est bien leur dernier duel à mes yeux. J'ai toujours été un grand fan de Kenpachi et sa relation avec Unohana le bonifie tellement. En développant toujours plus sa puissance monstrueuse, c'est surtout son côté humain qu'il nous dévoile lors de ce combat, c'était grandiose. C'est vraiment dommage que cet arc soit tué dans l'œuf dès l'instant même où Ichigo est défait une première fois face à Iwatch. S'ensuit alors une longue et ennuyeuse phase d'entraînement avec des personnages et une nouvelle instance de la Soul Society sortie de nulle part. Non mais attends parce que les Gonz se présentent à nous comme étant limite des dieux, mais tu te demandes juste une chose en fait. Pourquoi ils sont pas descendus de leur putain de palace pour aller sauver le cul de la Soul Society lors de l'invasion des Quincy? C'est encore une facilité scénaristique qui mérite vraiment. On ressort un antagoniste surcheaté de sa manche, histoire de continuer le manga. Forcément le fossé entre lui et Ichigo qui vient tout juste de récupérer ses pouvoirs est immense, donc fallait trouver un truc pour expliquer un minimum un énième nouveau power-up, le power-up de trop, hein, bien plus mal amené que les autres. Bref, j'ai même pas envie de parler du combat final qui est rushé à la mort, alors qu'on s'était éternisé pour 3 fois rien avant ça, ce qui ruine considérablement le rythme de cet arc. Mis à part ça, il nous aura permis de revoir certains personnages dont Grimmjow et surtout Aizen, et j'y viens justement. Je me devais de conclure cette critique en rendant hommage à cet antagoniste de légende qui est littéralement la colonne vertébrale d'une des meilleures intrigues qu'il m'était donné de lire. J'ai personnellement eu la chance d'éviter les spoils, donc je vous cache pas que j'ai eu une érection énorme au moment de la révélation. Chapitre 100, le gros tournant du manga. Aizen restera aisément dans mon top 5 de mes antagonistes favoris tout manga confondu. Une seule et unique apparition suffisait à me faire frissonner. Il dégage vraiment une classe absolue en plus d'être un brillant stratège qui nous a prouvé à maintes reprises son intelligence. Sa saga englobant les 48 premiers tomes sera toujours un plaisir à lire et à relire. Il y avait de tout, une intrigue bien ficelée, des personnages bien développés, de beaux flashbacks, de multiples rebondissements, de l'action, des combats incroyables, des enjeux et une aventure avec un grand A. Car Bleach nous fait tout de même voyager du monde des humains jusqu'au royaume des esprits en passant par le royaume des morts. C'était le feu tout simplement, et j'espère vraiment vous avoir donné envie de relire le manga, au moins la saga Aizen frôlant la perfection à mes yeux, car n'oubliez pas que rien ne pourra l'entacher, et certainement pas un arc final bâclé. Ce même arc final qui est bien plus digeste une fois lu d'une traite, disons que le rythme de parution hebdomadaire n'était pas des plus adaptés pour celui-ci. En tout cas, ce fut un réel plaisir de bosser sur cette vidéo. Un tel manga méritait une relecture, il méritait que je prenne le temps de prendre du recul, histoire de vous proposer une critique certes subjective, mais aussi honnête que possible.
Une chose est sûre, ma flamme envers ce manga ne s'est jamais éteinte, elle s'était seulement atténuée, et c'est avec joie que je l'ai ravivée pour vous. Sur ce, la vidéo est terminée, je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et surtout, partagez-moi le moment dans Bleach qui vous a le plus marqué, en prévenant des spoils hein, bien sûr. Je compte sur vous pour penser aux autres, c'est aussi ça le but. Faut penser à ceux qui doivent encore découvrir cette perle qui nous a tant fait vibrer. Sinon, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, Insta, mon Discord et me soutenir sur Utip. Les liens sont comme toujours disponibles en description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et surtout, on se revient.「パーティーの主役